pour tenter de comprendre ce qui est en train de se jouer en ce moment même. L'éventuelle fin de cette guerre de 12 jours que l'Iran annonce, qu'Israël semble confirmer. J'accueille sur ce plateau David Khalfa, merci d'être avec nous, cofondateur du think tank international Atlantic Middle East Forum, co-directeur également de l'Observatoire Afrique du Nord-Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Michel Duclos, bonsoir, merci d'être avec nous, ancien ambassadeur de France en Syrie. J'accueille également Maya Kadra, merci d'être avec nous, enseignante et journaliste spécialiste du Moyen-Orient, et bien sûr Élise Gosset est avec nous. David Khalfa, c'est terminé ce soir. Donald Trump l'avait promis. On parlait d'un cessez-le-feu. C'est la fin de la guerre de 12 jours. On peut croire aux déclarations du président iranien? C'est un cessez-le-feu, c'est pas un traité de paix. Donc par définition, c'est très fragile. Mais je pense que les pressions désormais américaines sont telles, et notamment sur Netanyahou, que je pense que ce cessez-le-feu va être pérennisé dans les prochains jours, prochaines semaines. D'autant qu'on voit bien les Israéliens revenir assez rapidement sur le théâtre gazaoui. En fait, ce qui va être absolument déterminant désormais, c'est savoir ce qui a été dealé en réalité entre Trump et Netanyahou, parce que rien n'a été signé entre Israéliens évidemment et Iraniens. Il n'y a aucune relation diplomatique. Au contraire, il y a une hostilité principielle entre ces deux pays. Donc la question, c'est est-ce que la dissuasion, si vous voulez, mise en place par Israël avec des gains tactiques opérationnels qui ont été engrangés depuis le 13 juin dernier, est-ce que ça va se traduire par un retour à la table des négociations côté iranien en position de faiblesse et donc des concessions qui seraient faites par le régime que celui-ci n'aurait jamais faites en l'absence d'une intervention israélienne, ou est-ce qu'on va rester dans une espèce de compromis un peu bancal, très fragile, auquel cas on pourrait assister malheureusement dans les prochaines semaines et dans les prochains mois à un retour aux hostilités. Alors que, en ce moment même, l'avion du président des États-Unis, Donald Trump, Air Force One, est en train d'arriver. Il vient d'atterrir à Amsterdam pour le sommet de l'OTAN qui a lieu à La Haye. On fait circuler la parole dans un instant. Juste avant, je voudrais qu'on retrouve notre reporter envoyé spécial en Israël, Igor Saïri. Igor, comment réagit-on en Israël à ces déclarations qui marquent donc, semble-t-il, la fin de 12 jours et 12 nuits où l'État d'Israël a été frappé et où le dôme de fer s'est parfois montré incapable d'arrêter des missiles tirés de l'Iran vers l'État d'Israël? Avec un bilan très lourd en réalité, Benjamin. Depuis le 7 octobre, jamais un bilan n'avait été aussi lourd. Une petite trentaine de morts, 800 blessés, plusieurs sont encore dans un état très grave. Donc effectivement, c'est un soulagement, clairement, cette déclaration du président de la République islamique iranien. Mais finalement, cette trêve qui tient depuis maintenant, on va dire, la fin de la matinée. J'ai rencontré plusieurs Israéliens, notamment qui revenaient dans les appartements qui ont été touchés par des frappes de missiles balistiques iraniens qui ont retrouvé bien plus rien. En réalité, beaucoup vont devoir être relogés. En attendant, ils le sont à l'hôtel par l'État israélien. Mais d'une façon générale, effectivement, ça leur fait beaucoup de bien, c'est ce qu'ils m'ont dit. Psychologiquement, d'abord, ils vont pouvoir passer des nuits à peu près normales, ne pas être réveillés par des sirènes d'alerte systématiques. Rien que ce matin, souvenez-vous, il y en a eu 7 au total sur une durée extrêmement courte. C'est aussi une façon de se dire que quelque part cette guerre a servi à quelque chose. Ils ont le sentiment que cette guerre a servi à quelque chose, au moins éliminer la menace du programme nucléaire iranien, au moins éliminer la menace de ces missiles balistiques, en tout cas en partie. Et puis d'autres ont eu une pensée aussi, c'est ce qu'ils m'ont dit, à la population iranienne qui quelque part a vécu elle aussi à peu près la même chose, la menace des tirs israéliens, notamment sur Téhéran. On le rappelle, le bilan est très lourd aussi, 800 morts du côté iranien. Donc quelque part, ça y est, la vie reprend. Et d'ailleurs, les autorités israéliennes ont annoncé le retour des enfants à l'école, le retour de l'ouverture de tous les commerces, sauf l'aéroport de Ben Gourion qui pour l'instant demeure toujours fermé. Igor Saïri en direct de Tel Aviv avec Fantine Danzer. Michel Duclos, pour continuer d'essayer de comprendre les conséquences de ce qu'on est en train de vivre. Guerre terminée de 12 jours. Ce qui, n'élimine pas, je reprends les mots de David Khalfa, l'hostilité principielle entre les deux régimes, entre l'État d'Israël et l'Iran. Et de deux, sur la question du changement de régime, la façon dont le régime des Mollahs a vacillé. Ça veut dire qu'à la fin, le régime des Mollahs a sauvé sa peau? Pour l'instant, oui. Personne n'imagine, me semble-t-il, qu'ils vont s'en tirer comme ça.
Donc, d'une manière ou d'une autre, il y aura quand même un coût pour le régime. Je ne crois pas, pour ma part, qu'il y ait un changement de régime, un renversement, une révolution, etc. Mais par contre, une évolution à l'intérieur du régime, ça me paraît quand même possible. C'est-à-dire que forcément, c'est un régime qui a toujours été une forme de coalition. C'est-à-dire ils font face devant les étrangers, ils ont une ligne commune, ils obéissent aux guides, mais il y a quand même des clans, il y a des courants, et à l'intérieur de cette répartition en courant, il y aura forcément des règlements de compte, semble-t-il. Des règlements de compte, d'autant qu'effectivement, il y a non seulement des divisions au sein même des gardiens de la Révolution, entre le président qui semble avoir moins de pouvoir, bien évidemment, que le guide suprême et que les gardiens, alors que l'on voit toujours cette image d'Air Force One, Donald Trump qui vient d'atterrir pour aller au sommet de l'OTAN à La Haye. Maya Kadra, si, là encore, pour tenter de tirer les leçons de cette guerre de 12 jours, Donald Trump qui avait fait campagne sur l'idée qu'il était un faiseur de paix, que son mandat serait jugé à l'aune des conflits dans lesquels il n'est pas rentré. Bon, là, il y a eu des frappes directes, brutales, sur des sites iraniens. Et il va arriver en disant, s'il y a la paix, c'est grâce à moi. Exactement. De toute façon, il cherchait une victoire. Premièrement, pour vendre cette victoire à sa base MAGA, parce qu'on a entendu qu'il y avait quelques mécontents dans sa base, comme Steve Bannon, Tucker Carlson, c'est un peu la branche un peu extrême du mouvement MAGA. Il avait besoin aussi de montrer qu'il a arrêté cette guerre avec la force aussi. Et donc, ce n'est pas uniquement par les discours mielleux qu'il veut apporter la paix, mais par la force aussi, pour qu'il puisse s'imposer comme le leader du monde. Encore faut-il que ce cessez-le-feu qu'il a imposé soit solide. Pour moi, j'aimerais bien le rapprocher parce qu'il me rappelle un autre cessez-le-feu dans les dernières années. C'est celui de 2006 entre le Hezbollah et Israël. Alors là, on n'a pas eu une guerre de 12 jours, mais une guerre de 33 jours, à l'issue de laquelle on ne savait pas quel était le bilan des courses. Hezbollah affaibli, mais il a repris du poil de la bête après. Israël était resté sur sa soif et sur sa frustration. Et je trouve que c'est un scénario qui se répète un peu avec l'Iran. Parce que, justement, il n'y a pas de débat clair. Même à Gaza, on a eu plusieurs ébauches de cessez-le-feu avec des conditions qui ont été débattues, qui ont été négociées. Au Liban, il y a eu un cessez-le-feu avec un comité de pilotage. En Iran, on n'a pas de cessez-le-feu clair, en fait. Il y a juste voilà, un arrêt des hostilités, mais pas un cessez-le-feu en bonne et due forme. Donald Trump qui va sortir dans un instant d'Air Force One. Très intéressant la comparaison que vous faites avec le cessez-le-feu de 2006. Juste avant d'en parler, et je vous poserai une question là-dessus, Michel Duclos, David Khalfa, sur la méthode Trump qu'on a parfois raillée en disant il ne sait pas ce qu'il fait. Au fond, il change d'avis en permanence. Une partie de sa base le conteste. Le fait est que là, à court terme, il peut considérer qu'il a réussi. À court terme, c'est une victoire politique éclatante. Moi, je rappellerai comme une chose assez simple, c'est que Trump n'est pas un pacifiste. Pacificateur ne veut pas dire pacifiste. Et c'est d'ailleurs ni un isolationniste, ni un interventionniste. C'est surtout un pragmatique et un opportuniste. Je pense qu'il a enfourché le fameux lion israélien. Je fais évidemment référence à l'opération israélienne, le nom de l'opération israélienne, parce qu'il estimait que les gains militaires, les victoires tactiques engrangées par Israël pouvaient lui permettre de capitaliser. Il voulait se les approprier. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait. On voit bien dans sa rhétorique, sur les réseaux sociaux, notamment la manière dont il parle de l'opération israélienne, où il a commencé dans un premier temps, par sembler s'en désolidariser avant de dire nous en permanence, comme si les Américains étaient déjà dans le ciel iranien. Et cette rhétorique-là, il a utilisé avant même les frappes stratégiques des B-2 américains. Donc on voit bien dans la séquence actuelle que, au fond, ce qu'on appelle la doctrine Trump, il n'y a pas vraiment de doctrine parce qu'il n'y a pas vraiment d'idéologie. C'est un nationaliste, c'est un mercantiliste. Et sur le Moyen-Orient, il y a une volonté, lorsqu'il estime nécessaire, de rétablir la dissuasion américaine, donc frapper, mais de manière limitée. Pas de changement de régime, même si il s'est dédié parce que l'avant-veille, il avait parlé de changement de. C'est ça. Make Iran great again. Oui, mais il semble qu'il soit un peu revenu à la réalité. Je pense qu'il y a sa dimension erratique et un peu imprévisible, elle existe chez lui, mais on n'a pas affaire à quelqu'un qui espère remodeler la carte du Moyen-Orient. Ce qu'il veut, avant tout, c'est défendre les intérêts géostratégiques des États-Unis, montrer que les États-Unis sont de retour au Moyen-Orient, rassurer non seulement Israël, mais aussi les alliés arabes, qui quand même regardent ce qui se passe
et font le constat que, contrairement à ses prédécesseurs qui avaient parlé de ligne rouge, on se souvient d'Obama en Syrie, là, il y a une concrétisation de la menace américaine avec des frappes, des bombardements stratégiques contre le programme nucléaire iranien. Tout ça va quand même renforcer l'axe israélo-arabe, pas de manière officielle, je ne crois pas du tout à une normalisation avec les Saoudiens à court terme, pas avec la coalition droite, extrême droite en Israël, mais en revanche, à moyen terme, je vois bien une restructuration de ce qu'on appelle l'architecture de sécurité régionale, qui a de facto à nouveau été actionnée avec les Jordaniens, notamment, qui ont intercepté des drones dans le ciel de jordanien, justement. Michel Duclos, est-ce que le Moyen-Orient est plus sûr aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 12 jours? Oui. Disons les choses très simplement, oui, parce que le fait que le programme nucléaire iranien ait reculé de quelques années probablement, c'est quand même plutôt positif. Puis il y a un autre facteur qui est important, c'est qu'au fond, pour nous Européens, on peut davantage travailler avec Trump sur le Proche-Orient qu'avec certains de ses prédécesseurs et que sur d'autres sujets. Et là, ce qui me frappe, vous avez eu raison de citer 2006, mais il y a eu d'autres cas où, lorsque Israël déclenche une guerre, tout le monde soutient, enfin les Occidentaux soutiennent, les Américains soutiennent à fond Israël, mais au bout d'un moment, ils disent maintenant, ça suffit, on s'arrête. Et au fond, Biden était l'exception, en ayant laissé Netanyahou pendant des mois, plus d'une année, continuer une guerre dont personne ne voyait très bien où ça pouvait mener. Et donc Trump, un personnage hautement bizarre, naturellement, on peut le dire, pas très sympathique. Haut en couleur, on va dire. À la fin des fins, avec sa prétention à être disruptif, là, il rejoint plutôt un certain classicisme américain. Par ailleurs, sa vision de la région, c'est la stabilité par le business, c'est effectivement d'éviter tant que possible les options militaires. En réalité, c'est aussi assez bizarrement d'avoir comme allié privilégié plutôt le Golfe qu'Israël. Les deux, je dirais quand même. Disons les deux, parce que en plus il a le pays qu'il a, donc il peut pas évidemment rompre avec Israël. Mais en même temps, il le fait sans préjugés. Et donc, en réalité, pour nous, c'est pas un si mauvais interlocuteur si toutefois on réussit attirer son attention, parce que ça, c'est autre chose. Je vous donne la parole dans un instant, Ulysse. Juste avant, Maya Kadra, là encore, si on tire les grandes leçons de ce qu'on est peut-être en train de vivre, c'est-à-dire la fin de cette guerre de 12 jours, qui laisse en suspens un certain nombre d'éléments, notamment la question des règles de droit qui ont été respectées ou pas pendant toute cette séquence. Une intervention israélienne motivée sur la base réelle de l'idée que depuis 1979, l'Iran souhaite détruire l'État d'Israël, mais il n'empêche des frappes qui ont été faites. De la même manière, une intervention américaine directe dans un conflit avec la destruction ou en tout cas l'endommagement d'un certain nombre de sites nucléaires. C'est quoi? C'est la loi du plus fort qui s'est imposée et c'est les règles du multilatéralisme, les règles du droit international qui ont volé en éclats. Quand bien même, comme le disait Michel Duclos, à la fin, la région est sans doute peut-être plus sûr compte tenu de l'affaiblissement du programme nucléaire iranien qu'avant. Le droit international a volé en éclats pendant ces 12 jours? D'une manière générale, le Moyen-Orient et le Proche-Orient, c'est pas vraiment la région dans le monde qui respecte le plus le droit international. Et donc, on peut pas parler vraiment de rupture du droit international après l'opération israélienne, l'intervention one-shot des Américains aussi, parce qu'aucun des pays ne respecte le droit international, à commencer par l'Iran. L'Iran, en implantant ses proxys un peu partout au Moyen-Orient, n'a pas respecté la souveraineté même des pays dans lesquels elle a implanté ses bras armés. D'ailleurs, les gardiens de la Révolution se targuaient encore en octobre dernier de contrôler 4 capitales arabes avant la chute du régime syrien. Et donc, c'est toute cette question philosophique autour du droit international. Est-ce qu'on le respecte avec des acteurs qui ne le respectent pas? Ils ne parlent pas et ils ne maîtrisent pas, que ce soit les Iraniens, que ce soit le Hamas ou le Hezbollah, ce langage diplomatique, ce langage du droit international. Et donc, les Israéliens, ils se permettent de se protéger en rompant certaines règles, mais qui sont déjà rompues dans la région. Ulysse Gosset, on continue à passer en revue ce qui est en train de se passer. On a parlé de l'Iran. On a parlé aussi du droit international. Je voudrais qu'on parle aussi des conséquences pour l'État d'Israël.
Benjamin Netanyahou qui était extrêmement affaibli, alors que l'on voit à l'instant voilà Donald Trump qui est en train de sortir d'Air Force One avec une casquette non pas Make America Great Again, mais une casquette USA, casquette blanche. On le disait Ulysse, il va se présenter comme étant le gagnant de la séquence. Oui, le shérif américain is back, il est de retour et c'est vrai, c'est la fin d'une guerre, la guerre de 12 jours, mais ce n'est pas la fin de l'histoire pour l'Iran, pour Israël, et ce n'est pas la fin des guerres de Netanyahou. Et moi, je voudrais peut-être terminer là-dessus. Que va faire Netanyahou de cette guerre de 12 jours à Gaza? Paradoxalement, on a vu qu'il était renforcé après avoir attaqué l'Iran et qu'il jouit d'une popularité très importante. Et il a donc maintenant, je dirais pas les mains libres, mais la capacité de trouver une issue à Gaza. Ça veut dire ce que réclame la population israélienne dans son ensemble, c'est la libération des otages. Est-ce que Netanyahou va faire un deal, accepter un deal avec le Hamas? Est-ce qu'il va permettre de libérer les otages et surtout de mettre fin à la guerre de Gaza, qui aurait déjà dû s'arrêter depuis longtemps? Donc est-ce que Netanyahou va profiter de cette opportunité, de cette victoire qu'il a remportée avec Trump contre l'Iran pour aller au-delà? Et puis enfin, dernier point très important, Trump lui-même là qui arrive au sommet de l'OTAN, que va-t-il faire avec Poutine? On sait que les alliés de l'OTAN considèrent que la Russie est la principale menace pour l'Europe. Il a démontré au Moyen-Orient qu'il avait des moyens d'action lorsqu'il vraiment il était déterminé. Est-ce qu'il peut être aussi déterminé à l'égard de Poutine et imposer la paix sans que ça soit une capitulation pour l'Ukraine? David Kalfa, je vous donne la parole dans un instant, Michel Duclos. David Kalfa, Ulysse parlait de Netanyahou qui, de fait, est sans doute en meilleure posture qu'il ne l'était il y a 12 jours, embourbé dans ce qui se passe à Gaza. Donald Trump est en capacité maintenant de dire j'ai aidé à mettre fin à ce conflit, je t'ai suivi, je t'ai aidé avec ces frappes, mais maintenant sur Gaza, il va falloir arrêter. Est-ce que dans le rapport de force qu'il y a entre les deux hommes, Donald Trump a cette capacité-là à tordre le bras du président, du Premier ministre israélien, alors même qu'on a plutôt l'impression que les choses se sont faites dans l'autre sens dans ces 12 jours de conflit? C'est possible. Il faut quand même rappeler que Netanyahou, c'est pas le seul acteur dans ce conflit à Gaza. Il y a aussi le Hamas. La question qui va se poser, c'est est-ce que l'affaiblissement de l'Iran va modifier à la fois la perception et la stratégie des dirigeants du Hamas qu'il en reste à Gaza et à Doha, et notamment à accepter un cessez-le-feu temporaire, parce que c'est ce que privilégie Netanyahou, c'est pas la fin de la guerre en bonne et due forme, c'est un cessez-le-feu temporaire, parce que pour des raisons politiques, il sait très bien que la fin de la guerre lui coûterait le soutien de sa coalition, notamment de ses alliés d'extrême droite. Je n'exclus pas qu'il appelle à des élections anticipées pour capitaliser en fait politiquement sur la séquence à laquelle on vient d'assister avec les succès spectaculaires de l'armée de l'air dans le ciel iranien. Mais toujours est-il que, par ailleurs, je pense aussi que les Israéliens, une grande majorité d'entre eux, n'oublient pas le 7 octobre 2023, où il a été, comme l'ensemble d'ailleurs de l'appareil d'État israélien, aux abonnés absents. Et ce traumatisme y perdure, ne serait-ce que parce que les otages, une vingtaine vivants, sont encore à Gaza, une cinquantaine. Et donc ça, c'est une blessure dont les Israéliens auront du mal à cicatriser. Et je ne crois pas que les succès engrangés en Iran effacent l'ardoise. Donc de ce point de vue, il va falloir regarder un peu si la dynamique politique en Israël s'inverse ou pas, parce que pendant près de 2 ans, cette dynamique, elle était favorable à l'opposition anti-Netanyahou, et tous les sondages, les uns après les autres, montraient qu'en cas d'élection anticipée, c'est l'opposition qui remporterait la mise. Il faudra voir si les victoires tactiques opérationnelles d'Israël en Iran permettront à Netanyahou de se refaire une santé. Rien n'est moins sûr, il faudra patienter. Michel Duclos, sur ce point précis et les conséquences que Benjamin Netanyahou va tirer de cette séquence, de cette guerre de 12 jours, provoquer des élections anticipées, profiter d'une fenêtre d'opportunité pour tenter de mettre fin à la guerre à Gaza, alors que Benjamin Netanyahou n'a eu de cesse que d'entremêler les objectifs militaires et un intérêt politique à voir des conflits se continuer pour éviter d'avoir à faire face à ses responsabilités, non seulement quant à ce qui se passe à Gaza, quant au fiasco du 7 octobre. Peut-être un mot d'abord pour rebondir sur ce que disait Ulysse, sur Trump, l'OTAN et la Russie. Ce qui est à craindre, c'est que quand même, sa victoire, entre guillemets, son succès,
va l'encourager à encore plus se désengager d'Ukraine. Maintenant, il a quelque chose à faire valoir à ses électeurs. Il veut pas manifestement se battre avec la Russie. Donc là, malheureusement, pour nous, il a une raison supplémentaire de se désengager de la sécurité européenne, mais surtout du soutien à l'Ukraine. Sur Netanyahou, personnellement, j'avais écrit que logiquement, il devrait dissoudre le Parlement et aller à de nouvelles élections. Parce que, faut pas dire, c'est un peu toujours sot de dire que il n'est motivé que par ça, que les hommes politiques ne prennent leurs décisions que sur des considérations électorales, mais force est de constater que malgré tout, ça joue. Et donc, ce sera assez logique. Mais là, est-ce que vraiment les Israéliens considéreront qu'il a gagné, que c'est un sans faute, qu'il mérite d'être élu? Je ne sais pas. C'est quand même un peu inquiétant ce qu'on a entendu tout à l'heure, le chef d'état-major qui dit « maintenant on va s'occuper de Gaza ». Ça quand même laisse plutôt penser qu'ils vont se retourner sur Gaza pour continuer à affamer et à massacrer les Gazaouis. Ulysse Gosset, juste avant de retrouver Thierry Arnaud au sommet de l'OTAN où le président Trump vient d'arriver, c'est un moment historique que l'on vit ce soir. Sans doute la fin de cette guerre de 12 jours, ce qui n'enlève en rien l'opposition, l'hostilité entre les deux pays, mais conflit que l'on a chroniqué au quotidien, c'est terminé ce soir? Vous savez, il y a les fameux 10 jours qui ont transformé l'URSS. Là, on a 12 jours qui ont très certainement transformé le Moyen-Orient, pour le meilleur et pour le pire. On verra, on espère pour le meilleur. Totalement inattendu. Le scénario a été époustouflant du début jusqu'à la fin, avec quand même d'abord et avant tout, la décision de Netanyahou d'attaquer l'Iran, ce qui était en soi, je dirais, un pas de géant, très risqué. Et le fait que Trump l'ait soutenu, c'était aussi totalement imprévisible et risqué. Pour l'instant, ils s'en sortent bien tous les deux. Et je dirais aussi que le régime iranien, comme ça a été dit, il est toujours là. Et il est plutôt bien là, et il va reprendre la main, certainement avec une main de fer. Donc, si vous voulez, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'opposition iranienne, pour les femmes iraniennes, pour les mouvements donc d'opposition à la dictature des mollahs. Mais l'histoire s'écrit et l'histoire n'est pas finie. Et l'on continue bien évidemment toute la soirée dans cette édition spéciale sur BFM TV à comprendre cette histoire et ce conflit qui se joue en direct. Le président iranien qui parle de la fin de la guerre des 12 jours et le chef d'état-major israélien qui, lui, affirme que désormais l'armée se concentre de nouveau sur Gaza.